Cette élection, cette candidature, d'abord, c'est un concours de circonstances, des rencontres et en même temps un sentiment de responsabilité. Le fait que dans une situation qui était difficile pour ma famille politique, la famille socialiste, dans un moment dur pour le pays, pour beaucoup de Françaises et de Français, eh bien que c'était pour moi le moment d'une autre forme d'engagement. J'avais été au service du bien public comme fonctionnaire et je prenais la décision d'essayer de l'être, et puis désormais de l'être par la voie de l'élection. Le travail théorique du parlementaire, c'est de voter la loi, qu'il en soit à l'initiative ou que ce soit une loi d'initiative gouvernementale. C'est d'évaluer l'action du gouvernement, l'efficacité des politiques publiques, et puis d'exercer le contrôle sur l'action du gouvernement, le gouvernement étant responsable politiquement devant l'Assemblée nationale, celle-ci pouvant théoriquement, si au lendemain notamment d'une motion de censure ou d'un vote de confiance devait être placé en minorité, il peut théoriquement le renverser. C'est donc un travail exigeant, d'auditions très nombreuses pour se faire une opinion, entendre la contradiction, faire vivre le débat. C'est un travail pour se faire une opinion sur les propositions qui sont formulées, pour soi-même en proposer d'autres alternatives. C'est parfois la possibilité de lancer des commissions d'enquête avec des pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place pour établir la vérité, pas à la place de la justice, mais pour comprendre ce qui a pu se passer dans des moments difficiles qui ont marqué la vie publique et la vie, l'actualité nationale. Je suis membre de la commission des affaires sociales, dans laquelle on travaille sur bien des sujets liés au droit du travail. Et je suis en train de faire l'évaluation de l'application des ordonnances de Mme Pénicaud. Le bilan n'est pas brillant, je dois vous le dire, à ce stade. Mais je l'avais malheureusement avec d'autres pressentis. C'est une commission qui s'occupe aussi des questions de financement de la sécurité sociale, de santé, et évidemment ce sont des choses qui occupent la vie quotidienne des Français. C'est pour ça que je m'intéresse à la question de la démographie médicale. Nous savons dans les Landes, comme dans beaucoup de territoires ruraux, le temps qu'il faut pour accéder à un médecin. Nous savons du coup quelle est la situation des urgences, à Dax, à Mont-de-Marsan, comme partout en France, ces situations de souffrance. Ça, c'est le travail de la commission à laquelle j'appartiens. Et puis, j'ai, je vais dire, à la fois la difficulté et la chance, peut-être, d'appartenir à un groupe parlementaire où nous ne sommes pas nombreux et où nous sommes obligés de nous démultiplier. C'est-à-dire que du coup, nous travaillons beaucoup, peut-être beaucoup plus que d'autres d'ailleurs. Et là, j'irai tout à l'heure auditionner la ministre de la Défense sur un sujet de première importance, de grande préoccupation. C'est de savoir si les armes que la France exporte, notamment vers l'Arabie Saoudite, sont ou non utilisées par cela pour faire des victimes parmi les civils yéménites. Nous avons un certain nombre d'informations qui nous laissent penser et nous allons demander à la ministre de suspendre les exportations, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme beaucoup de grandes démocraties. Parce qu'il n'y a à peu près aucun moment où on arrête d'être député, où on arrive à mettre sur pause, vous voyez, et on réenclenche plus tard. Donc en réalité, pour ce qui me concerne, je suis en circonscription du jeudi au dimanche, et du lundi au jeudi matin, je suis à l'Assemblée nationale. J'ai par ailleurs des responsabilités nationales au Parti socialiste, dont je suis non seulement secrétaire national, mais porte-parole, ce qui m'oblige aussi à un certain nombre d'autres travaux. Donc c'est un emploi du temps qui est en effet exigeant. Mais moi, je ne délie pas le travail que nous faisons ici et ce que nous faisons dans les Landes. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la loi a la vocation à être vécue par des entreprises, par des agriculteurs, par des élèves, des enseignants, des fonctionnaires, par tout un chacun, citoyen, usager d'un service public. Et qu'il est toujours important d'avoir ce dialogue entre le territoire, dont on est l'élu, mais je me déplace aussi beaucoup en France, très souvent, presque une fois tous les 15 jours en moyenne, pour prendre sa température et puis pour ajuster aussi les propositions que l'on peut formuler ou affûter les critiques qu'on formule parfois à l'égard d'un certain nombre de projets. Moi, je crois qu'il est important, dans ce premier Parlement du non-cumul, nous sommes des parlementaires qui n'avons pas d'autres fonctions exécutives locales, de conserver ce lien de l'élu à son territoire, c'est-à-dire à son territoire et à ceux qui y vivent, à ses électeurs.
ceux qui ont voté pour lui ou ceux qui n'ont pas voté pour lui, pour pouvoir entendre ce qui se dit des politiques publiques, ce qui se dit de la souffrance du pays, ce qui se dit de ses espérances, de ses envies, de ses projets, de son sentiment que les choses vont ou ne vont pas. La politique se disqualifie quand elle est impuissante à changer la vie des gens, quand elle est impuissante à changer le cours du monde. Et ces 30 dernières années, le libéralisme économique, dans tous ses abus, dans tous ses excès, dans toute sa violence, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, dans ce qu'il a produit d'inégalité, d'injustice, de souffrance même, dans ce qu'il a produit de destruction de l'environnement, de mise en concurrence des modèles sociaux, des travailleurs eux-mêmes, de disqualification des États aussi concurrencés, vous l'avez vu, par des multinationales, par des GAFA qui font leur monnaie, ont leurs tribunaux, privatisent les données personnelles et ne payent pas leurs impôts. Eh bien, ce libéralisme économique, il finit par emporter le libéralisme politique. Il y a des citoyens, des gens pour dire, mais finalement, vous êtes rendus impuissants, vous avez laissé faire ça. Et donc, je crois qu'une part de la reconquête de la confiance, elle est justement dans une reprise en main du monde tel qu'il va, ou plutôt parfois tel qu'il ne va pas, sur la question sociale, sur la question environnementale. Vous savez, je le vois dans les Landes et c'est absolument insupportable. Il y a des vies qui sont, pardon de la tautologie, mais invivables, qui sont dures. Des gens qui ont des problèmes de santé et ne trouvent pas la réponse à leurs difficultés. Je suis souvent interpellé sur la prise en charge du handicap, notamment des enfants. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur et nous sommes comptables des réponses que nous apportons. Je vois des services publics fermés dans l'incompréhension, et ils ont raison, de ceux qui en étaient les usagers. Je vois des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ou la fin de mois c'est le 15. Et toute cette difficulté-là, il faut les surmonter et donner à la politique de la puissance. Oui, mon vote a une utilité. Et si ça n'est pas le cas, les gens ne se déplacent plus. Le sentiment que j'ai depuis maintenant 2 ans, c'est que nous sommes un Parlement très faible dans une grande démocratie. Et cela est vrai que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. On dit souvent du Parlement, de l'Assemblée, qu'elle est une chambre d'enregistrement et que, au fond, elle n'a pas suffisamment de poids face à l'exécutif. Or, on sait que l'équilibre des pouvoirs est une chose importante. Le sentiment, c'est bien celui-là à la pratique, a fortiori avec l'exécutif actuel. Nous avons une hyper-personnalisation du pouvoir. D'aucuns ont parlé de Jupiter ou de pratiques à la César, par le président de la République, mais c'est très vrai. En réalité, le sentiment que j'ai, c'est que le travail que nous faisons, qui est nécessaire, mériterait plus d'écoute que ce que lui accorde aujourd'hui la majorité et le gouvernement. Et donc, dans les réformes institutionnelles à venir, si d'aventure nous devions l'avoir arrivé à l'ordre du jour de l'Assemblée, il faudrait renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, et non seulement en termes de moyens, mais en termes d'initiative, de capacité de contrôle, et renforcer aussi, j'allais dire, les pouvoirs du Premier ministre, mais au détriment du Président de la République, qui lui, vous l'aurez noté, n'est pas responsable devant l'Assemblée. Si je devais formuler des propositions, il faudrait que la conduite, la détermination de la politique de la nation soit entre les mains du Premier ministre et pas du Président de la République, que le pouvoir de dissolution soit confié au Premier ministre et pas au Président de la République, que le Premier ministre préside le Conseil des ministres, et que nous soyons dans ce cas-là dans un dialogue beaucoup plus équilibré entre le Parlement et l'exécutif. Et puis il faut faire vivre d'autres formes de démocratie. La démocratie parlementaire, elle est évidemment importante, mais il faut aussi faire vivre la démocratie sociale, notamment le paritarisme. Or, il est aujourd'hui extrêmement attaqué, et en particulier par le gouvernement. Vous avez pu prendre par exemple la mesure de ce qui s'est passé avec la réforme de l'assurance chômage, qui a écarté les partenaires sociaux et finalement convenu ou conclu une réforme sans eux, ce qui était une première depuis 1982. Et puis il faut faire vivre aussi le débat démocratique, trouver la juste place des citoyens et des citoyennes dans le processus législatif, lui offrir une capacité d'initiative, d'amender les textes en débat, de proposer même au débat au Parlement un certain nombre de lois dont il serait à l'origine, lui donner des pouvoirs d'évaluation également, et puis partager, comme c'est le cas avec le référendum d'initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris, la possibilité de décider, parce que vous savez, la souveraineté nationale s'exprime par le biais des représentants élus, mais aussi directement par le peuple.
Écoutez, des anecdotes, il y en a beaucoup. Il y a des moments singuliers. Je dois vous dire que ce sont des moments souvent politiques. L'affaire Benalla est un moment tout à fait singulier sur le plan politique. La disqualification immédiate de gens qui avaient porté la probité et la vertu dans leur discours politique et qui se retrouvaient mis au pied du mur par le comportement de l'un des leurs et la complaisance de leur chef, au pluriel. Ça, c'était un moment particulier. Et puis, il y a des moments qui sont des moments sympathiques, des moments d'enthousiasme. Quand nous avons les 248 signatures de parlementaires de toutes les oppositions et que j'ai l'honneur d'introduire la conférence de presse, c'est un moment où on sent la responsabilité sur ses épaules et puis on a de la fierté aussi. Et puis de la fierté de se dire que cette configuration que d'aucuns disaient inédite, c'était celle du gouvernement provisoire de la République française qui, dans les ordonnances de 1945, avait créé les aéroports de Paris. Vous voyez, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu qui a de la mémoire. Nous avons le devoir d'avoir de la mémoire, de ne pas considérer que le monde n'est avec nous quand tant de nos prédécesseurs ont œuvré et ont usé leurs culottes de pantalon jusqu'à tard dans la nuit dans cet hémicycle qui est le cœur battant de la République.